Bonjour à vous et bienvenue à cette quatrième rencontre avec une personne inspirante. Aujourd'hui, mon invité, il y a un peu plus de 2 ans, me contactait pour présenter une conférence devant un groupe d'étudiantes inscrites à un programme de leadership et que j'ai accepté, bien entendu, alors que lui assurait une charge de cours à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, il m'a rapidement inspiré par sa polyvalence. Alors, qui de mieux pour nous parler de l'équilibre de vie professionnelle et personnelle? Il est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Et depuis tout près de 16 ans, il œuvre spécifiquement dans le domaine d'expertise des ressources humaines et en gestion en général. Et depuis 2023, donc tout récemment, il a développé son entreprise Mouvement RH, qui vient en soutien aux différentes organisations pour relever leurs défis en main-d'œuvre. Alors, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Vincent Boutin. Bonjour, Vincent. Vraiment, c'était très apprécié. Je suis très honoré là, de pouvoir être présent ici. Question personnelle, la façon d'organiser le travail, c'est vraiment une seconde passion que j'ai. Euh, j'ai moins d'opportunités professionnelles de pouvoir mettre mon expertise à profit. Alors là, aujourd'hui, de pouvoir en discuter avec toi et avec d'autres personnes, pour moi, c'est super, là. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Et à mon avis, c'est un sujet, et je suis sûre que tu partages le même, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité parce que on regarde la génération montante et elle souhaite avoir cet équilibre de vie-là. D'autant plus quand on regarde les résultats de certaines études spécialisées dans le domaine, ce qu'on constate, c'est que le départ des employés, c'est majoritairement à cause de ça, une recherche d'un meilleur équilibre de vie dans l'entreprise. Alors, ma première question, Vincent, c'est est-ce que quand on définit l'équilibre de vie, c'est-tu une définition propre pour tout le monde, d'une part, puis d'autre part, outre que le départ des employés, qu'est-ce que peut causer comme désagrément un déséquilibre pour l'employé dans l'entreprise? Personne à l'autre. Moi, ma définition que je me donne de la vie, de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, c'est la suivante, là. C'est vraiment l'atteinte d'un sentiment d'accomplissement et d'épanouissement dans toutes les sphères de notre vie. Que ce soit familial, conjugal, professionnel, personnel, amical, peu importe. C'est à nous de choisir quelles sont les sphères pour lesquelles on donne de l'importance. Puis il faut s'assurer de s'accomplir et de s'épanouir dans ces sphères-là. Moi, la façon dont je l'image souvent, c'est un peu comme l'art du cirque où il y a les assiettes chinoises. On fait tourner une assiette, on en fait tourner une deuxième, on en fait tourner une troisième. À un moment donné, quand on a trop d'assiettes qui tournent en même temps, mais il y en a une qui ralentit, il faut retourner, la faire tourner. À un moment donné, quand on a trop d'assiettes en même temps, ça peut devenir difficile, puis Oh, il faut être capable de donner. l'image est très intéressante, Vincent. C'est l'image que j'ai toujours donnée. Et pour moi, c'est un équilibre qui est toujours précaire et surtout toujours menacé. La réalité change, on vieillit, nos enfants vieillissent, nos parents vieillissent, peu importe. On aspire à d'autres choses. Donc, c'est toujours un équilibre qui est menacé. Puis, il faut y faire attention, puis il faut mettre les efforts là, pour pouvoir y arriver. Jamais un acquis. Mais Jamais. exactement, les inconvénients que peut vivre l'entreprise quand les employés n'ont pas cet équilibre-là. Perte de productivité. Pour moi, là, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, les études, là, on n'a pas besoin d'aller bien loin. On va sur Google, il y a des études, il y a des études. Moi, j'en ai lu. La contre-productivité, ou ce qu'il y en a qui appellent la théorie des rendements décroissants. Moi, j'ai vraiment adoré ce que Ivan Illich a dit, là. C'est que plus on va donner de temps à un élément, ben, à un moment donné, notre rendement va décroître, là. Fait qu'imaginons qu'on travaille 24 heures sur 24, ben, à un moment donné, nécessairement, non seulement on sera plus productif, mais en plus, on va probablement tomber malade. Fait que notre rendement va devenir décroissant. Souvent, je l'explique en donnant juste un exemple bien simple. Si je suis chez moi le soir, je donne un bain à un jeune enfant, 2, 3, 4 ans, puis en même temps, je gère un courriel, je mon travail avec mon téléphone. Bien, honnêtement, je fais ni l'un ni l'autre correctement, là, parce que je n'ai pas un bon équilibre de vie personnelle, vie professionnelle. Mais là, en plus, avec l'exemple que tu viens de donner, ça menace la sécurité de l'enfant, là. Le bébé, là. Mhm. Ouais. Puis c'est sûr que il y a d'autres enjeux pour les employeurs. J'en nomme quelques-uns qu'on peut penser facilement. L'absentéisme chronique. Bon, le fait d'avoir un mauvais équilibre va amener de l'absentéisme de la part des employés. Ça peut avoir un impact également sur les climats de travail. Une personne qui a de la difficulté à conjuguer avec toutes les sphères de sa vie, bon, nécessairement peut arriver avec son petit nuage noir au travail, là.
Bon, évidemment, il y a également les employés vont finir par rechercher des meilleures conditions de travail, ce qui amène une mobilité accrue de la main-d'œuvre qui, en période de pénurie de personnel comme on vit aujourd'hui, n'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Là. On veut davantage retenir. Puis il y a deux éléments aussi que je trouve importants, c'est maintenant devenu un moyen de promotion à la marque employeur, qu'on parle beaucoup. Là. Les conditions de travail liées à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle font partie des conditions qui sont mises de l'avant par les employeurs. Fait que, quelle belle façon de faire rayonner l'organisation. Je lis beaucoup, là, puis il y avait un spécialiste à gestion du temps qui s'appelle David Allen qui disait les meilleures idées concernant le travail n'apparaissent pas pendant le travail. Ça prend des temps de repos pour avoir accès à notre subconscient qui est beaucoup plus riche en capacité de traitement d'informations que notre conscient qu'on utilise pour faire des mathématiques, par exemple. Oui, tout à fait. Puis si tu permets, Vincent, un impact majeur, c'est la santé globale du travailleur aussi. C'est sûr que pour les employés aussi, des conséquences importantes. Là. On va parler du stress notamment, qui est vraiment présent. Les employés qui ont de la difficulté à conjuguer avec cet équilibre-là sont stressés. Il y a même des études qui démontrent que ce stress-là, cette pression-là qu'on se donne, c'est d'abord nous-mêmes qui nous la donnons bien avant l'employeur. Dans 50 des cas, on se donne nous-mêmes cette pression-là Apprendre à pour une dire raison non, ou une autre. ça s'apprend. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut voir. Il y a beaucoup, il y a une démotivation qui vient avec ce manque d'équilibre-là, une perte de sens liée au travail, une surcharge mentale. On entend ça beaucoup. Le plus important, là, je parle par expérience, mais c'est souvent le sentiment de culpabilité ou de ne pas pouvoir s'engager autant qu'ils voudraient. Et la même chose au niveau de leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Donc, ce sentiment de culpabilité-là, à la longue, là, il s'accumule et il entraîne un paquet de conséquences néfastes là, pour les individus et ultimement les employeurs. Là. Comment un gestionnaire ou une entreprise peut détecter ou mesurer cette atteinte d'équilibre-là pour ses employés? Comme employeur, comme gestionnaire qui a des employés sous sa responsabilité, il y a un lien de confiance qui est nécessaire. Puis ce lien affectif-là, bien nécessairement, à un moment donné, je vais être capable de voir des changements chez la personne. Ça peut être une baisse de motivation, ça peut être un absentéisme, ça peut être juste dans le non-verbal, dans le choix des sujets qu'ils vont souhaiter aborder avec nous, des petits indices comme ça qui sont possibles juste si on connaît la personne. Justement, comme je parlais, il y a son rendement, qui est, à mon sens, Le un rendement. indicateur très, très, très important. Tout à fait. Il y a également là, son absentéisme ou sa présence au travail. Par contre, des fois, la personne va être présente de corps, mais pas d'esprit, ce qu'on appelle le présentéisme. Donc là, également, là, ça peut être un autre bon indice qu'il y a un enjeu à cet endroit-là. Moi, un enjeu que j'aime beaucoup aussi voir, c'est à quelle heure, à quel moment les personnes nous écrivent-ils un courriel? Moi, quand je commence à recevoir des courriels à 8, 9 heures le soir, OK, mais des fois, j'en reçois à 2, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Oh, OK, là, il y a quelque chose là, à ce moment-là. Clairement, la personne est dans une situation de crise, n'arrive pas à dormir, peu importe. Ça peut arriver, là, on a tous des problèmes de sommeil parfois, puis il ne faut pas s'en faire, mais quand c'est répété, on a là un bon indice. Là. Si on pousse plus à fond pour ceux que ça peut intéresser, là, Vincent, d'autres outils là, que peut se donner un gestionnaire pour s'assurer d'offrir le meilleur équilibre de vie à ses employés? Bon, c'est sûr qu'il y a des outils un peu plus macro, que je vais parler de la culture d'entreprise. Tout ça part du propriétaire, du conseil d'administration, du directeur général, peu importe le titre président. Ça part de lui. Là. Et tout ce qu'on peut mettre en place comme processus dans l'organisation peut avoir une incidence sur l'équilibre vie-travail, la vie personnelle, vie professionnelle, et surtout sur la façon dont les gestionnaires vont gérer les employés. L'attitude du gestionnaire par rapport à son ouverture à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, a une incidence importante. C'est peut-être la plus importante par rapport au sentiment que l'employeur s'occupe réellement d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Moi, j'invite aussi les employeurs au niveau macro à remettre en question certains postulats, notamment sur le nombre d'heures à travailler. Dans les organisations, on va voir du 32 jusqu'à 40 heures par semaine. Pourquoi est-ce qu'on travaille 40 heures semaine? Pourquoi est-ce qu'on travaille 35 heures semaine? Pourquoi est-ce que, étrangement, chaque poste requiert exactement le même nombre d'heures? Moi, j'y crois pas. Puis, clairement, là,
Moi, j'ai lu beaucoup sur l'historique d'où ça vient, là, le nombre d'heures qu'on travaille par semaine. Et ce n'est pas une question de productivité. Ce n'est pas une question que l'être humain est capable de fournir ça. C'est vraiment une question plus historique qui amène ça. Cette question-là, il y a même des études qui démontrent que de réduire le nombre d'heures par semaine sans toucher à la rémunération globale apporte des gains à tous les niveaux, incluant au niveau de la productivité. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant, là. L'Islande a fait ça notamment là, avec ses fonctionnaires là, au niveau de la fonction publique. Puis, il y a des études là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Là. Le professeur, là, je ne me souviens plus si c'était l'Université Harvard, qui s'appelle Leslie Perlow, qui a écrit un article qui s'appelle Making Time Off Predictable and Required. Je vais le mettre dans la description. Parfait. Elle fait beaucoup. Elle explique c'est quoi la stratégie qu'elle a mis en place. Et une de ces choses-là, c'est de le faire avec les employés. Permettez-vous d'expérimenter, essayer des choses. Vous allez trouver la bonne formule ensemble. Vous allez construire l'avion en vol. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant. C'est sûr qu'au niveau un peu plus micro, il y a un paquet de petites choses qu'on peut mettre en place dans une organisation. Bon, mentionnons notamment le télétravail qui a fait sa place là, à fond de train pendant la pandémie, pour lequel moi, je constate encore que dans plusieurs organisations, il y a des éléments de confiance qui vont nuire à la possibilité des employés de faire du télétravail. Plein d'autres mesures, ce qu'on appelle les tracances, donc la possibilité d'aller travailler, mais je vais aller en France 3 semaines, puis pendant ces 3 semaines-là, je vais prendre une semaine de vacances à moi, puis il y a 2 semaines, je vais travailler à distance. Plein de gens font ça. J'ai suivi une formation dernièrement, la personne était en France, puis faisait ça, puis c'était parfait. C'est tout ce qui va toucher l'horaire variable, flexible, d'être capable de rentrer plus tard, terminer plus tard, de moduler mon temps de travail. Ça ne s'applique pas à tout le monde, évidemment. Là, je comprends qu'il y a des gens qui travaillent un peu plus en service à la clientèle avec des heures d'ouverture précises, tout ça. Mais là où c'est possible, pourquoi ne pas l'essayer? Il y a même des moyens. Bon, j'ai vu des organisations qui vont donner ce qu'on appelle des vacances illimitées. Ils ne sont pas toutes payées, évidemment, mais les gens peuvent prendre des vacances quand ils le ressentent. Puis eux ont fait le calcul de dire, bien, quand mon employé est reposé, en forme, il est beaucoup plus productif. Devenir proactif. Intéressant. Dis-moi, Vincent, est-ce qu'il y a des circonstances propices à l'émergence de manquer d'équilibre? Bien, évidemment, ça dépend de chaque milieu de travail. Moi, je pense que les employés qui bénéficient qui n'ont pas une grande autonomie au niveau de leur milieu de travail. Prenons un exemple bien simple. Là. Une personne qui travaille dans une caissière dans un supermarché. Euh, Elle n'a pas beaucoup d'autonomie professionnelle. Elle doit être là à heure fixe, les pauses, tout ça. C'est sûr que ces gens-là là, sont un peu plus, je dirais, à risque au niveau d'un équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Je pense que les personnes aussi qui bénéficient d'une grande autonomie, mais qui ont probablement une charge mentale plus élevée, de plus grandes responsabilités dans l'organisation, sont à risque également. Le risque, c'est d'avoir de la difficulté à déconnecter du travail. Parce que moi, je pense que pour ce type de travail-là, c'est l'enjeu majeur. Comment je déconnecte de mon travail? Surtout que là, maintenant, on est capable de faire du télétravail quand même. On a nos cellulaires. Des risques, il y en a partout. Moi, personnellement, c'est mon enjeu principal d'être capable de déconnecter. C'est un combat de tous les jours. J'échoue fréquemment, je me relève, puis je recommence, j'essaie de trouver d'autres solutions. Après ça, bon, on a d'autres types de travail. Là, ceux qui font ce qu'on appelle les runs, là, ils vont aller travailler 2 semaines à Raglan. On a beau être très, très créatif, là, ça se peut que l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle ne soit pas du tout la même qu'avec une personne qui retourne coucher chez lui tous les soirs. C'est un autre exemple. Je pense que les environnements de travail aussi où il y a énormément de compétition entre les employés, pour une raison ou une autre, que ce soit sain ou malsain, ben là aussi, là, on vient mettre en péril l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et je pense que la solution va passer par de la formation, de l'encadrement et un soutien des gestionnaires. Demain matin, j'étais président, directeur général ou peu importe d'une organisation. Personnellement, les efforts, je les mettrai au niveau de mon équipe de gestionnaires. D'abord et avant tout. Ce sont des gens qui sont très à risque au niveau de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Et si leur propre équilibre à ces gestionnaires-là est mis en péril, bien, comment voulez-vous qu'eux-mêmes, après ça, soient soucieux de celle de leur employé? Ça devient plus difficile. Moi, c'est là que je mettrai des efforts, d'abord et avant tout, pour qu'après ça, ça puisse se disperser dans le milieu de travail. Je mettrais beaucoup, beaucoup d'efforts à cet endroit-là. Terminant par rapport à cet équilibre-là qui est si précieux, est-ce que tu aurais quelque chose que tu souhaiterais ajouter, Vincent? Toute personne qui a
un intérêt par rapport à ça, va vraiment se questionner sur ses pratiques à l'interne, ses propres pratiques personnelles, les pratiques de son organisation. Puis, j'inviterais les personnes, surtout ceux qui sont en position d'autorité, là, à lire un livre qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Le livre est en français, là. C'est juste que le titre n'a pas été traduit. Et la phrase, moi, que je retiens de ce livre-là, c'est la confiance plutôt que le contrôle. Vincent, je vais la mettre aussi dans la description. Oui, oui, sans problème, là. C'est un livre que j'ai adoré, qui a ouvert mes œillères sur plein de choses très intéressantes. Puis j'invite toute personne qui a le goût d'aller un peu plus loin à en prendre connaissance. Ben, écoute, ça a été fort intéressant. Je te remercie beaucoup. Et la semaine prochaine, c'est le retour des capsules hebdomadaires. Mais je tiens beaucoup à remercier mon invité d'un dynamisme vraiment exemplaire. Alors, je te remercie beaucoup, Vincent. Et je dis bonjour à vous tous et je vous dis au revoir, à très bientôt. Au revoir.